Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai donc le plaisir ce soir au nom de la ville de Brest de vous accueillir pour la remise officielle de cette encyclopédie des migrants à la ville. Quelques jours après la remise à Rennes, c'est au tour de Brest de vous accueillir dans un périple qui va vous conduire de Brest à Gibraltar, réunissant 8 villes de la façade atlantique avec Nantes, Gijón, Porto, Lisbonne et Cadix. Votre projet, coordonné par l'association L'Âge de la Tortue, ce soir représentée, s'inscrit dans une démarche artistique et culturelle initiée par la metteur en scène ici présente et autrice de projets interdisciplinaires, Paloma Fernandez Sobrino. Le choix de cette approche artistique est profondément juste, tant elle permet de rappeler à la fois le sens de ces migrations, la diversité des raisons qui ont conduit ces femmes et ces hommes à tenter l'ailleurs, et ainsi que de traiter de l'approche intime et sensible de ces migrations. Le sens et le sensible permettent par cette approche artistique de rappeler toute l'humanité qui est contenue dans ces parcours de vie. Votre choix de réunir ces paroles intimes sous la forme d'une encyclopédie, en référence aux savoirs légitimes et universels de l'Encyclopédie des Lumières, vient aussi reconnaître comme un savoir ces témoignages de vie donnant sens et traduction à l'enjeu de la reconnaissance des droits culturels des personnes. Reconnaître la légitimité de toutes les cultures, les rassembler dans leur diversité, va de pair avec l'affirmation de la dignité humaine. C'est tout le sens et l'importance du travail que vous avez accompli. Alors cette encyclopédie réunit 400 témoignages de migrantes et de migrants, collectés entre Brest et Gibraltar. La ville de Brest s'est investie depuis 2015 en partenariat avec la BAF, l'association brestoise que vous connaissez pour l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour les étrangers. Donc s'est investie dans ce projet européen. 3 années de rencontres, de collecte, de recherche et de fabrication auront été nécessaires pour créer cette œuvre. À Brest, ce sont 50 migrants et migrantes qui ont apporté leurs témoignages issus de tous les quartiers de la ville. Ils et elles sont originaires de 38 pays en provenance de 4 continents, si j'ai bien compté. Je tiens à saluer ce soir particulièrement le travail important mené par la BAF et sa directrice ici présente, Armelle Kermorgan, avec Marie-Lise Martins, Sarah Moon, et ainsi que les 2 photographes associés au projet, Nicolas Ergouache et Vincent Gouriot, ici présents également. La BAF mène depuis de nombreuses années un travail essentiel pour l'accueil et l'accompagnement des migrantes avec le soutien renouvelé de la ville. Alors, à la lecture de ces textes, quelques remarques. Il est d'abord frappant de constater qu'au point de départ de toute migration, il y a d'abord un abandon. Selon les coins du monde, on ne migre pas toujours pour les mêmes raisons. Mais quelle qu'en soit la nature, fuir la guerre ou rejoindre de la famille, sauver sa peau ou venir étudier, travailler, celles et ceux qui partent gardent la trace de cette rupture toute leur vie. Et on entend ce chant dans vos écrits, parfois comme une douleur, parfois comme une renaissance, et la plupart du temps, comme une richesse qui vous a poussé hors de vous-même pour vivre et exister à l'inconnu. Il faut toujours des raisons profondes pour risquer un tel départ. À la lecture de vos témoignages, de cette mémoire des migrations que vous nous révélez ce que vous êtes, une part intime de ce que vous avez vécu, vous nous parlez de votre histoire, de votre culture d'origine, mais vous nous parlez aussi de nous, des Brestoises et des Brestois. Vous posez un regard sur notre ville, nous interrogeant sur nous-mêmes, nous apportant vos étonnements et vos idées. Ainsi reviennent dans chacun des témoignages, c'est assez flagrant, la langue d'une part, comme à la fois un obstacle et en même temps une source d'intégration et de partage, la mer, qui attire et qui rassure. Alors le climat, tout le temps, le climat brestois, qui semble le premier choc partagé par toutes et tous, visiblement, et puis, de manière aussi récurrente, l'art culinaire, avec en tête les crêpes. En deuxième, le kick à farce, et là je trouve ça très très chouette.
et les fruits de mer évidemment. Donc le partage finalement, la rencontre et l'accueil de l'autre, c'est toujours autour d'un repas et autour de se nourrir et de ce premier geste d'humanité. Et puis vos paroles, ici mises ensemble, mises en commun, finalement constituent quand même aujourd'hui la plus belle des réponses à tous ceux qui tentent encore de laisser penser que l'intégration serait impossible et l'immigration source de tous les maux. L'espèce humaine a survécu aujourd'hui et jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle sait justement constamment mêler, renouveler, mélanger. Notre histoire récente est faite d'accueil des Italiens, des Espagnols, des Polonaises, des Maghrébins, des Africaines, des étrangers et nos frères pourtant, comme le rappelait Manoukian dans la fiche rouge. Oui, la France est un pays d'immigration et d'intégration des immigrés et de leurs enfants. Et au travers de cette démarche, vous nous rappelez aussi tout simplement qu'on peut être né à l'étranger et être français. Alors notre ville est fière d'avoir participé à ce travail et de rester fidèle à sa tradition d'accueil de l'autre venu d'ailleurs. Nous sommes tous et toutes construits de rencontres et de métissage. Brest est une ville-port qui a toujours connu les arrivées et les départs de personnes étrangères. Cette année d'ailleurs, la ville de Brest commémore l'arrivée des troupes américaines lors de la Première Guerre mondiale en 1917. En l'espace, juste un rappel, je trouve qu'il est significatif. En l'espace de 2 ans, ce sont 800 000 soldats américains qui étaient entrés en France par Brest en 1917. Et environ 1,2 million de soldats américains qui ont réembarqué de Brest en 1919 pour rentrer aux États-Unis. À l'époque, la ville de Brest comptait 60 000 habitants. Et il aura fallu accueillir au même moment jusqu'à 80 000 Américains, soit une seconde population. En 1916, une année avant, ce sont les Russes, puis les Portugais que Brest avait accueillis, ainsi que les troupes issues des colonies, soit pour aller au front, soit pour servir de main-d'œuvre à l'arsenal. Et puis, lors de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Brestois et les Brestoises qui ont dû quitter leur ville pour être hébergés et accueillis ailleurs en Bretagne, en Finistère, mais ailleurs aussi hors de France. Et lors de la reconstruction, enfin, Brest a fait appel à de la main-d'œuvre étrangère pour rebâtir. Et Brest d'aujourd'hui est devenu ce Brest enrichi de ces mouvements de population. Donc c'est vraiment cette tradition d'accueil qu'incarne encore Brest aujourd'hui au travers de la solidarité de chacun des acteurs du territoire en matière d'accueil de ceux qu'on nomme les demandeurs d'asile. Si la compétence en revient à l'État, ici, associations, institutions et collectivités publiques travaillent ensemble pour apporter des réponses aux demandeurs d'asile, hébergement, aide alimentaire, cours de langue, santé et scolarisation des enfants. La ville de Brest s'inscrit dans le soutien aux associations et aux bénévoles qui donnent sans compter pour offrir les meilleures conditions d'accueil. Mais on sait bien aussi que cela ne va pas de soi pour tous. Des tensions sont attisées, des haines exhumées et parfois décomplexées. Achille Mbembe, historien et philosophe, nous rappelle récemment que le propre de l'humanité, c'est que nous sommes appelés à vivre exposés les uns aux autres et non enfermés dans des cultures et des identités. Prôner le repli sur soi et la peur de l'autre n'a pas de sens aujourd'hui. Construire des murs, ériger des barrières entre les peuples, s'il relève malheureusement d'un projet politique actuel, s'inscrit dans une pensée archaïque, héritière des pires conservatismes et vectrice de peur et d'instrumentalisation. Préférer le culte de la différence à la mise en commun, pointer les ennemis plutôt que de tisser des solidarités, exclure plutôt que de rassembler, tel est le risque d'aujourd'hui. Désormais, on le sait et parfois on le vit. Mesdames, Messieurs, chers amis, la ville de Brest s'enrichit donc de votre travail, de vos recherches, de vos témoignages. L'encyclopédie des migrantes et des migrants prendra place dans la toute nouvelle réserve patrimoniale de la médiathèque François Mitterrand, ici même les Capucins. Nous aurons évidemment à cœur, dans les semaines et les mois à venir, de la faire partager par le plus grand nombre en l'exposant ici, près des réserves, comme dans l'ensemble des autres quartiers de la ville, où de nombreuses animations sont prévues
jusqu'à l'été et au-delà, tout au long de l'année. Pour terminer, notre ville s'inscrit dans cet héritage des Lumières que vous avez en référence. Première cible aussi des tenants des replis identitaires, ces valeurs des Lumières et ces valeurs universelles de solidarité, d'humanité, de dignité. Notre ville ne renonce pas à ce qui fonde la République, la liberté, l'égalité et la fraternité, associées à la laïcité, pour mieux les renouveler afin qu'elles puissent répondre aux défis qui nous sont posés aujourd'hui. Et permettez-moi de conclure en citant Jean-Marie Georges Leclésio, parce que parmi les grands défis de notre époque, à Brest, ici même ou partout dans le monde, il en reste deux qui sont à la source de toutes les tensions, me semble-t-il. Et comme nous le rappelle cette citation de Leclésio, l'alphabétisation et la lutte contre la famine sont liées, étroitement interdépendantes. L'une ne saurait réussir sans l'autre. Toutes deux demandent, exigent aujourd'hui notre action. Que dans ce 3e millénaire qui vient de commencer, sur notre terre commune, aucun enfant, quel que soit son sexe, sa langue ou sa religion, ne soit abandonné à la faim ou à l'ignorance, laissé à l'écart du festin. Cet enfant porte en lui l'avenir de notre race humaine. Permettez-moi de conclure là-dessus. Merci. J'ai l'occasion de vous présenter pour la première fois à Brest cette encyclopédie qui sera ensuite conservée ici même dans la médiathèque des Capucins. C'est un jour historique car l'équipe du projet va remettre symboliquement un exemplaire de cet ouvrage singulier aux représentants de la ville. Et c'est aussi un moment fort pour nous car c'est l'aboutissement de 3 années de travail. À la fin de cette cérémonie, vous pourrez tourner les pages de l'encyclopédie des migrants pour la première fois, mais aussi consulter la version numérique qui est disponible sur le site internet du projet. Vous vous demandez peut-être comment est née l'encyclopédie des migrants. On doit cette belle idée à Paloma Fernandez Sobrino, auteure et metteur en scène ici présente à mes côtés. Il y a 3 ans, Paloma nous a proposé ce grand projet, cette folie, comme elle aime à le dire, qui prolonge une démarche en réalité entamée depuis 2007 avec l'association L'Âge de la Tortue. L'idée de ce projet, c'est de réunir 400 témoignages intimes de personnes migrantes récoltés dans 8 villes européennes de la façade atlantique, entre Brest et Gibraltar. Le geste artistique de ce projet consiste à détourner l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert en remplaçant le contenu qu'on y trouve habituellement par 400 histoires de vie. En s'appropriant l'encyclopédie, ce symbole du savoir légitime, il s'agit de faire connaître et de valoriser un savoir sensible en donnant la parole à ceux qui ont expérimenté des parcours migratoires. Avant de devenir un projet de coopération européenne, qui a mobilisé 700 personnes et une 50aine de partenaires, ce projet s'est construit dans le quartier du Blône à Rennes. Cette cérémonie est la seconde d'une série de 8 événements publics qui vont se dérouler dans chacune des villes partenaires du projet jusqu'en juin 2017. Les villes étant Brest, Rennes, Nantes pour la France, Riron et Cadix pour l'Espagne, Porto et Lisbonne pour le Portugal, et enfin le territoire d'outre-mer britannique, Gibraltar. Il me reste enfin à remercier beaucoup de monde à vrai dire, mais je vais essayer de faire court. Je pense en particulier aux 400 témoins qui ont livré leur témoignage dans cette encyclopédie, et en particulier aujourd'hui aux 50 Brestois qui ont témoigné. Je pense aussi aux partenaires brestois du projet, la BAF et toute son équipe très fortement engagée. La ville de Brest pour son soutien et son accompagnement depuis le démarrage du projet. La médiathèque des Capucins qui nous accueille aujourd'hui pour cette remise officielle qui va être le dépositaire de l'exemplaire acquis par la ville de Brest. Je pense encore à l'équipe brestoise en charge de la collecte des témoignages et de la réalisation des portraits photographiques, Marie-Lise Martins, Sarah Moon, Armel Kermorgan, Nicolas Jouet, qui n'est pas présent parmi nous aujourd'hui, mais à qui on pense très fortement, et Vincent Gouriou, qui est également photographe.
Une mention toute spéciale à Armelle, coordinatrice de la BAF et référente du projet à Brest. Et à Philippe Loretz, référent du projet pour la direction culture et animation de la ville de Brest, devenus avec le temps nos interlocuteurs quasi quotidiens. Plus largement, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la collecte de ces témoignages, mais aussi à la traduction et à la relecture des textes contenus de l'encyclopédie, ce qui n'est pas une mince affaire. Toutes les personnes et tous les partenaires du projet qui ont accompagné sa concrétisation dans les 8 villes européennes, des associations, des municipalités, des universités, des équipements culturels. Il y en a une cinquantaine au total, je ne vais pas toutes les citer. Mais encore, je tiens à remercier parmi nos nombreux partenaires rennais la ville de Rennes, la Bibliothèque des Champs Libres, les Archives de Rennes, le Musée de Bretagne, le laboratoire Préfixe et le CREA de l'Université Rennes 2, et enfin le collectif de recherche topique. Et une mention spéciale également pour le Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. Enfin, et je m'arrêterai là après, je salue les partenaires et cofinanceurs du projet qui sont en partie représentés aujourd'hui, la Commission européenne, la région Bretagne, les 8 villes partenaires dont la ville de Brest, la ville de Nantes, la ville de Rennes et Rennes Métropole, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, l'Institut français, la DRAC Bretagne, la PRAS, mais aussi la Fondation SNCF, dont je sais que nous avons un représentant ici parmi nous. Il est là, effectivement. Merci à tous pour votre écoute. Je passe maintenant la parole à Paloma. Depuis toute petite, les sentiments prégnants d'être une migrante m'accompagnent, à ce point qu'il fait partie de ma construction en tant que personne. À 4 ans à peine, mes parents, ma sœur et moi avons émigré à l'intérieur des frontières espagnoles, de Castille en Catalogne, pour le travail de mon père. En Catalogne, j'ai grandi et j'ai appris que le monde est un endroit immense et complexe, où cohabitent des personnes différentes. Un monde dont le chemin ne se finit pas où s'achève la route de Don Quijote de la Mancha. À l'école, j'ai appris le catalan, en plus de ma langue maternelle, le castillan. Et avec le catalan, d'autres manières de voir la vie, et le fait que la vérité absolue n'existe pas. La Catalogne nous a donné la possibilité de sortir de l'Espagne profonde pour accéder à la modernité, à la possibilité de connaître d'autres gens, d'autres façons de penser. Et m'a aidé aussi à grandir en prenant en compte la multiplicité, et pas seulement ma personne, ma famille et mes origines à moi. Mais c'est même lieu qui m'a aidé à grandir en ayant l'esprit ouvert, a éveillé à moi, de manière paradoxale, un sentiment amer, la prise de conscience du mot migrant. Cette opportunité que nous avons eue a provoqué en moi un déracinement, un sentiment de non-appartenance, l'impression de faire tâche dans un paysage, et par conséquent a été la cause d'une grande insécurité intérieure. Plus tard, à 27 ans, j'ai décidé de partir de l'Espagne pour émigrer en France, où je vis maintenant, depuis plus d'une décennie. C'était ma propre décision, d'aller là où j'espérais trouver ma place, dans le désir de grandir. Ici, j'ai appris à parler français et à penser le monde en français. La France est ma seconde terre d'accueil et l'endroit où j'ai pu concrétiser mes idées. Je suis contente d'y vivre pour tout ce que ce pays m'a apporté intellectuellement, professionnellement, pour toutes les expériences enrichissantes, les bonnes personnes que j'ai rencontrées, et parce que c'est ici qu'est né mon fils Otto. Mais je continue à sentir que j'ai fait tâche dans le paysage. Je continue à me sentir telle une fleur de terre aride, photoshopée dans un paysage verdoyant, hors de mon milieu naturel. Ici, je marche souvent main dans la main avec ma solitude. De cette solitude de ne pas être avec les tiens,
avec des inconditionnels, avec ces personnes qui t'ont vu grandir et à qui tu peux faire appel pour n'importe quelle occasion, bonne ou mauvaise, pour trouver un refuge ou du réconfort. Quand j'ai entrepris mon voyage vers le nord, je ne pensais pas me sentir seule. Je ne pensais qu'au trésor que j'ai aussi trouvé. Mais la solitude a été inattendue et très dure à gérer. Et ce projet, il est né justement là, l'encyclopédie des migrants. Il est né vraiment d'un désir de partager et de comprendre ce sentiment de solitude étrange, d'une nécessité de partager mes interrogations et mes inquiétudes avec d'autres personnes. Je sais que nous, les migrants, ne partageons pas tous nécessairement cette sensation de solitude, mais nous avons tous un fort sentiment commun, peut-être un sentiment qu'aucun mot ne pourra jamais décrire avec exactitude et qui va plus loin que toute catégorisation. Un sentiment qui se ressent de manière transversale tout au long de cette encyclopédie. Grâce à ce projet, j'ai rencontré énormément de personnes et en retour, énormément de personnes se sont rencontrées, partageant ainsi un petit moment de leur solitude ou de leur réalité et leur vision du monde. Migrants ou non, intellectuels ou non, un grand nombre de personnes dans quatre pays ont travaillé ensemble pendant 3 ans pour écrire cette encyclopédie des migrants, dont l'ambition a été de construire quelque chose ensemble, à travers une œuvre d'art qui s'est finalement révélée être une chance de dialoguer, de nous rapprocher les uns des autres, avec nos différences et nos points communs, pour essayer de créer de nouveaux espaces de réflexion, plus humains, pour résister à la violence de la réalité, avec un peu d'audace et en nous centrant sur le respect de l'être humain. Une encyclopédie intime des migrations qui contient des histoires intimes, authentiques et profondément justes. Une encyclopédie des migrants qui, nous l'espérons, tant dans son processus de construction que dans son résultat, sera une source de sagesse pour de nouvelles réflexions, de nouvelles politiques qui doivent se recycler, en osant, comme nous avons osé, un rapprochement délicat et respectueux de la complexité de l'être humain. Et juste pour finir, je vais vous lire quelques vers très courts de Fernando Pessoa pour faire un peu hommage à nos collègues portugais. Je ne suis rien. Jamais je ne serai rien. Je ne puisse vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Merci. Proposition ambitieuse de l'âge de la tortue, de mêler des histoires intimes de migration avec l'art, les sciences sociales et l'expertise citoyenne d'une équipe multidisciplinaire ancrée dans un quartier populaire est en accord avec les valeurs humanistes partagées par tous les acteurs de l'association ABAF. Porter la diversité de la parole des adhérents de l'ABAF ou de toute autre personne migrante nous semble important. Éviter les chiffres, statistiques et polémiques est séduisant. Rendons un sens humain aux mots migrants en dépassant les stéréotypes, les discours politisés et médiatiques. Permettre à chacun de prendre connaissance d'une réalité sensible, comme celle du parcours intime d'une migration, nous permet de partager les rencontres que nous faisons au quotidien à la BAF. Nos premiers remerciements vont aux témoins qui se sont emparés du projet, ont partagé leur histoire en s'essayant au difficile exercice d'une écriture épistolaire. Ils ont écrit avec courage, car certaines vérités énoncées peuvent être dangereuses quand on a quitté des pays totalitaires. Avec émotion, alors qu'au travers d'une lettre, on se raconte pour une personne qui a disparu et qui a compté dans sa construction personnelle. Avec honnêteté, car l'envie n'est pas de magnifier un parcours personnel. Avec pudeur souvent, avec une authentique envie de partager et dans la solitude de l'écriture, sans doute avec de la douleur de ce qu'on a perdu et ce qu'on se remémore. Avec également de la détermination, joie, un grand intérêt pour la découverte d'une nouvelle culture que beaucoup d'entre eux ont fait leur.
L'ensemble de ces témoignages est sans doute de se faire entendre pour dépasser les clichés et se révéler dans la diversité, tout en se reconnaissant aujourd'hui brestois. Merci à l'équipe qui a accepté de travailler pendant quelques mois sur ce projet. Marie-Lise Martin et Sarah Moon, qui ont donné leur temps pour chercher des témoins sur Brest, les accompagner, les conseiller, les entourer et les encourager. Elles ont tissé un lien de confiance avec eux, ont des fois rattrapé ceux qui se décourageaient. Puis elles ont introduit les photographes auprès des témoins. Nicolas Lergouache et Vincent Bourriou ont pris à cœur de cerner un caractère, entendre des envies, discuter de l'impact des photos, du portrait qui fait lien entre leurs écrits et les personnes. Par la qualité et la sensibilité de leur univers photographique, ils nous présentent de belles personnes, des caractères. La BAF a coordonné ce projet sur Brest, accompagné par le service culturel de la ville de Brest. Merci à l'âge de la tortue de nous avoir fait confiance. Les personnes en migration sont plus de 250 000 dans le monde. Elles sont plus nombreuses dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. La France a accepté 26 300 demandes d'asile en 2016. Environ 450 personnes ont signé leur contrat d'intégration républicain sur le Finistère de janvier à fin septembre. Mes chiffres s'arrêtent là. On dit couramment qu'un Français sur 3 compte un étranger parmi ses arrière-grands-parents. En effet, les Français d'aujourd'hui, souvent si fiers de leurs racines, ne sont-ils pas descendants d'une multitude de peuples qui se sont mêlés à travers l'histoire? Puis ils se sont adaptés et fondus sur le territoire avec de nouveaux liens familiaux, scolaires, et ils ont été perçus comme l'autre qui dérange ou reçus avec curiosité pour leur culture et avec respect. À la BAF, on vit les flux migratoires à notre échelle. On peut noter que depuis 2005, nous avons reçu 3280 personnes. Beaucoup suivent les cours pendant quelques années car ils sont exigeants sur leur maîtrise de leur nouvelle langue. Nous recevons en moyenne une centaine de nationalités chaque année. Maîtriser la langue est une force et c'est un pouvoir. Aussi, chaque année, 90 Brestois généreux et déterminés s'engagent dans la formation linguistique de ces personnes arrivées récemment à Brest ou déjà ancrées depuis quelques années sur le territoire. La solidarité de nos formateurs, leur professionnalisme dans leur mission de transmission de la langue française, leur curiosité intellectuelle, leurs valeurs humanistes, leur respect de toute personne accueillie, leur désir d'une société de cohésion et d'inclusion sont un exemple heureux d'une société civile qui s'engage. Le quotidien de l'association est celle de nouvelles migrations, dont le nombre s'accélère du fait d'une actualité internationale douloureuse et complexe. Si le projet de l'encyclopédie avait vu le jour 2 ans plus tard, les témoins auraient été Syriens, Irakiens, Érythréens, Soudanais, adolescents venus d'Afrique. Je suis certaine que personne ne voudrait parler ici d'inhumanité de nos institutions et de nos préfectures. Et pourtant, je voudrais conclure sur une pensée pour les damnés-de-la-terre que nous croisons aussi, de passage et souvent sans parole. Ceux que notre société rejette vers un avenir incertain et sans doute douloureux.